Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Martin, je suis étudiant à l'école 42, je fais tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment acheter des crypto-monnaies, du Bitcoin ou des altcoins, comment les vendre, comment les gérer sans risque, comment les stocker sans vous les faire voler, et les bases du trading. Parce que sachez-le, le monde des crypto-monnaies, c'est un monde encore très jeune, très peu mature. Il y a beaucoup de pièges à éviter, de choses à savoir. Alors, aujourd'hui, comment on achète des crypto-monnaies? C'est simple, on passe par des échanges. Qu'est-ce qu'un échange? Un échange, c'est simplement un service sur lequel... Un échange, c'est simplement un service qui va vous permettre de matcher un vendeur et un acheteur. Donc par exemple, vous allez arriver sur l'échange, vous allez mettre votre argent et vous allez dire « Ok, je veux acheter un Bitcoin pour 10 000 euros ». Et là, l'échange va chercher un vendeur, quelqu'un qui veut bien vendre un Bitcoin pour 10 000 euros. Et une fois qu'il aura trouvé cette personne, il va vous matcher tous les deux ensemble et l'échange sera fait. On doit passer par des échanges tout simplement parce qu'il n'existe pas en crypto-monnaie, et c'est le principe des crypto-monnaies, il n'existe pas de banque centrale. Il n'existe personne qui crée du nouveau supply, qui crée des nouveaux tokens et qui peut les distribuer. Donc ça veut dire que tous les tokens qui existent en Bitcoin, en altcoin, sont possédés par des gens, comme vous et moi, et il faut leur acheter pour en obtenir. Aujourd'hui, il existe deux types d'échanges, les échanges fiduciaires et les échanges non fiduciaires. Donc les échanges fiduciaires, par exemple, c'est Coinbase, Kraken et Bitfinex. Ces échanges, vous achetez dessus avec de l'argent réel, donc de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire des euros, des dollars, des yens, etc. Vous faites un virement bancaire ou vous achetez par carte de crédit et vous obtenez en échange vos bitcoins. Le problème de ces échanges, c'est que c'est les échanges principaux. Par contre, ils ne proposent qu'une très petite quantité de crypto-monnaies différentes à l'achat. Parce que comme c'est de l'argent réel, il y a des contraintes supplémentaires et tout un tas de choses compliquées. C'est pour ça qu'il existe, d'un autre côté, les échanges non fiduciaires, qui, eux, proposent tout un tas de crypto-monnaies supplémentaires, les altcoins. On pense par exemple au Neo, au NEM, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui indisponibles sur les échanges fiduciaires. Ces échanges-là, les plus connus sont Poloniex, Bitrex, il en existe tout un tas d'autres. Imaginons que vous voulez acheter du Neo. Le Neo est une crypto-monnaie un peu montante qui a eu un énorme boom il y a quelques mois. Le Neo est aujourd'hui indisponible sur les échanges fiduciaires. Vous voulez en acheter, alors comment vous allez faire? Vous allez tout simplement, dans un premier temps, acheter du Bitcoin avec vos vrais euros, votre vrai argent, sur Coinbase par exemple. Coinbase ou votre échange préféré. Ensuite, en faisant un virement de Bitcoin, vous allez le transférer sur votre compte Bitrex. Vous le transférez, ça se passe en 1 heure ou 2, quelques jours, ça dépend si le réseau Bitcoin est saturé. Et enfin, sur Bitrex, vous pouvez enfin acheter votre Neo avec votre Bitcoin que vous aviez acheté sur Coinbase. Donc Bitrex ou votre échange préféré, peu importe. Si vous achetez du Bitcoin en euros, je vous conseille fortement de faire un virement bancaire et de ne pas l'acheter par carte de crédit. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les cartes de crédit sur les échanges posent de nombreux problèmes. Je pense notamment à des frais très élevés, entre 8 et 12% plus élevés. Je pense à des doubles facturations. Les banques commencent petit à petit par bloquer les achats par carte de crédit parce que les banques n'aiment pas les crypto-monnaies naturellement. C'est un peu une manière de sortir l'argent, un peu comme une évasion. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer comment utiliser ces échanges avec des screenshots et une étape détaillée, ils sont très simples d'utilisation. Vous arrivez dessus, vous vous inscrivez et ça ira tout seul. Donc les échanges les plus connus sont ceux-là, enfin il y en a des dizaines d'autres, vous marquez simplement sur Google, vous en trouverez. Personnellement j'utilise Coinbase et Bitrex, ils fonctionnent très bien. Alors, ces échanges vous fournissent un wallet. Qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet, c'est votre portefeuille électronique. Vos crypto-monnaies doivent être sauvegardées quelque part, en quelque sorte. Et vous les mettrez dans un wallet. Un wallet, c'est un logiciel qui va gérer vos clés publiques et vos clés privées.
Donc en crypto-monnaie, la plupart du temps, comment ça marche? Vous avez deux clés, un identifiant public, on appelle ça la clé publique, que vous pouvez partager au monde entier. C'est l'identifiant sur lequel vous pouvez recevoir des fonds, c'est votre RIB. Et derrière ça, vous avez votre clé privée. Votre clé privée, c'est l'identifiant qui vous permet de faire des virements, de gérer vos fonds. Si vous avez la clé privée, vous pouvez récupérer l'argent. Donc la clé privée, il ne faut pas la partager, vous ne voulez pas que quelqu'un vous vole vos sous. Donc le wallet, son travail à lui, ça va être de sauvegarder et de protéger votre clé privée. Et donc de recevoir les fonds, de pouvoir les émettre et de pouvoir gérer vos fonds. Il existe 4 types de wallets différents, grosso modo. Il existe les wallets en ligne. Donc les wallets en ligne, par exemple sur des échanges, sur Coinbase, sur Poloniex, sur Bitfinex, etc. Ou sur un service tiers qui prétend juste être un wallet. J'en reparlerai après de ces wallets, il y a un certain danger, vous verrez pourquoi. Les wallets papier, parce que comme je vous ai dit, c'est principalement des clés publiques et des clés privées, donc c'est une suite alphanumérique. Vous pouvez les écrire sur un papier, la mettre dans un coffre-fort en mode old school, si vous avez peur de la technologie. C'est assez peu répandu, mais c'est votre choix. Vous avez les hot wallets. Donc les hot wallets, ce qu'on appelle les hot wallets, ce sont des wallets qui sont sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, donc sous la forme d'un logiciel que vous lancez. Ça a l'avantage d'être sauvegardé en local et de ne pas être sur Internet. Ça a le désavantage d'être hackable. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire hacker votre Windows, votre Linux, votre Android ou votre iOS, ou le wallet peut même avoir lui-même une faille et vous pouvez perdre vos données, vous pouvez avoir un bug ou même quelqu'un peut voler votre clé privée et récupérer tous vos fonds. Et enfin, il existe les hardware wallets. Donc les hardware wallets, on va en reparler après aussi. Les hardware wallets, c'est un wallet matériel. Donc la plupart du temps sous la forme d'une clé USB ou d'une petite tablette, elle va protéger vos clés sous forme cryptographique avec des puces particulières. Je vais en reparler juste après. Alors, petit aparté sur les wallets en ligne. Le Bitcoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde de la crypto-monnaie et surtout le Bitcoin est un monde très peu mature, très dangereux. C'est un peu le Far West moderne. Et rien qu'entre 2011 et 2015, il y a eu des dizaines de hacks, dont 5 ou 6 hacks majeurs, des échanges qui étaient utilisés par tout le monde, qui ont été hackés. Mr. Gox, ici, en 2011 et en 2014, a été hacké 2 fois, pour un total de plus de 750 000 bitcoins volés. L'échange a fermé parce qu'il a perdu une majorité de ses fonds. On a Bitfloor, Poloniex et Bitstamp, d'autres échanges qui se sont fait hacker aussi. Quand vous mettez vos sous sur un échange, vous n'êtes pas à l'abri, ça n'arrive pas qu'aux autres. La preuve, ça arrive, et il y a des rumeurs, des suspicions comme quoi que Poloniex a encore été hacké en 2017, et tout un tas de choses. Alors, si vous mettez vos fonds sur un wallet en ligne, soyez avertis, soyez au courant, il y a un risque. Les gens qui avaient toute leur assurance vie sur Mr. Gox ont tout perdu. Ils ont travaillé toute leur vie pour tout perdre. Mr. Gox, à l'époque, était l'échange le plus utilisé de tous, le plus populaire. Donc c'est pour cette raison que je vous recommande de laisser vos fonds, de les faire dormir sur quelque chose de plus sécurisé, et je pense notamment, par exemple, à un hardware wallet. Alors, un hardware wallet, c'est quoi? Donc, ici, par exemple, l'exemple de la Ledger Nano S. C'est les hardware wallets les plus connus sont les marques Ledger et Trezor. Ledger Nano S, donc celle-ci, c'est sous forme d'une petite clé USB avec un petit écran. À l'intérieur, on retrouve un processeur, de la mémoire flash, de la mémoire vive, et notamment une puce sécurisée, cryptographique, de qualité bancaire. Elle va vous générer vos clés privées, les sauvegarder en dehors de la mémoire flash et en dehors de la mémoire vive, vraiment dans un format crypté et protégé dans la puce. Et derrière, vous avez une suite logicielle qui vient avec la clé, et vous pouvez brancher la clé à l'ordinateur. Cette suite logicielle va se connecter à la clé, et si par exemple vous voulez émettre un virement, votre logiciel va créer le virement, mais c'est la clé qui va signer le virement. Donc la clé privée qui permet de signer le virement, c'est un petit peu technique, reste dans le hardware wallet. Ce qui veut dire que la clé privée qui permet d'accéder à tous vos fonds reste à l'intérieur du hardware wallet et ne touche jamais l'extérieur. D'où le concept du hardware wallet, garder les clés privées complètement fermées de l'extérieur. Le niveau de sophistication de ces hardware wallets change en fonction du budget que vous y mettrez, naturellement. Vous pouvez aller d'un simple hardware wallet qui stocke juste les clés privées à, en mode comme une clé USB, jusqu'à
Une Ledger NanoS qui ici, par exemple, sur l'image, vous ne le voyez pas forcément très bien, demande la confirmation de transaction sur le petit écran avec les deux boutons, si oui ou non vous confirmez de émettre le virement de 1,5 Bitcoin, vous voyez. Donc il faut vraiment faire une action physique pour le confirmer, donc c'est difficilement, voire impossible à hacker. On espère en tout cas. Je vais maintenant vous parler du trading et de comment lire les graphiques en courbe du Bitcoin, parce que c'est bien de savoir comment ça marche, c'est bien de savoir en acheter, d'émettre des virements, mais c'est toujours intéressant de savoir suivre son prix et comprendre comment ça marche. Donc, les graphiques en courbe qui permettent de suivre le prix et l'évolution du prix sont la plupart du temps pas affichés en une ligne continue, mais en candlestick. Donc un candlestick, c'est quoi? Un candlestick, c'est ce petit machin. Donc ce petit machin représente 4 informations qui sont toutes super importantes et vitales pour bien comprendre l'évolution du prix. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que un graphique comme celui-ci est une succession de candlesticks, et sur ce graphique, dans le cas présent, chaque candlestick représente une journée. C'est quelque chose qui peut être changé, on peut le mettre en 1 minute, on peut le mettre en 30 secondes, on peut le mettre en 4 heures, en 1 semaine, en 1 mois. C'est à vous de décider lorsque vous faites la visualisation. Ici, j'ai décidé de l'afficher en une journée pour avoir un aperçu à partir de début octobre, donc ici, jusqu'à aujourd'hui même. Enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours, ici, au mois de février. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, quand j'ai pris la screenshot, on était à 10 624 $, le prix du Bitcoin. Et on voit que aux alentours du 20 décembre, on a fait notre prix record sur le Bitcoin, 20 000 $, quasiment. Truc de fou. Et depuis, le Bitcoin, son prix a été divisé par 2. On en reparlera après de la volatilité du Bitcoin. Alors, un candlestick, ça s'affiche comment? On a son prix lors de son ouverture, donc au début de la journée. On a son prix lors de sa fermeture, donc à la fin de la journée, par exemple. Et on a son prix minimal et maximal. C'est-à-dire, pendant la journée, le prix peut monter, peut descendre, il fait ce qu'il veut. Pour savoir l'amplitude de l'évolution du prix, s'il est descendu en dessous de son ouverture ou au-dessus de sa fermeture, on aura, avec les petites barres plus fines qui dépassent, son amplitude. Donc pareil, hein, un candlestick vert signifie que le prix a monté, et un candlestick rouge signifie que son prix a baissé. Très simple. Là, j'ai zoomé sur le même graphique que je vous ai présenté juste avant. J'ai zoomé sur la partie en bas à gauche pour vous présenter l'histogramme qui est en bas. Toutes ces petites barres successives représentent le volume. Le volume, c'est quoi? C'est une information super importante aussi. Le volume représente la quantité de transactions qui ont été effectuées. Donc là, on voit par exemple que ce jour-là, environ le 15 septembre 2017, il y a eu un très fort volume. Pour une raison que j'ignore, il suffit de regarder sur Google, il y a peut-être eu un événement, un affichage à la presse, je ne sais pas, n'importe quoi. Le Bitcoin a eu un très fort volume, ce qui a comme résultat un candlestick vert relativement gros. Alors là, je vous présente la courbe du Bitcoin, son prix. Donc c'est peut-être un petit peu petit, j'ai essayé de faire au mieux, mais il y a beaucoup de candlesticks naturellement. Son prix depuis début 2012, janvier 2012, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que son prix a monté, sans faille. La petite astuce sur ce graphique, c'est que c'est une échelle logarithmique. Alors oui, le prix du Bitcoin serait, jusqu'à aujourd'hui, logarithmique. Logarithmique, ça veut dire que d'ici à ici, par exemple, on a 10 $. D'ici à ici, on a 2000 $. Plus on monte haut, plus on monte vite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Première chose à remarquer sur l'évolution du prix depuis 2012, la bulle chinoise. Donc, en 2013 jusqu'en 2014, pour une raison, pour X raisons, les Chinois, en Chine, se sont rués sur le Bitcoin et en ont acheté tout plein. Ils en ont acheté tout plein, ils ont fait grossir le prix, ils l'ont fait énormément grossir, jusqu'à 2014 où ils ont arrêté et le prix a stagné et est même devenu descendant, décroissant sur une année. Jusqu'à rejoindre la ligne verte que vous voyez ici, qui serait une ligne de support. Alors tout ça, c'est une analyse, c'est pas forcément ce qui va se produire dans l'avenir. Une ligne de support, c'est quoi? C'est une ligne sur laquelle le prix va tomber et va rebondir. Ou en tout cas, le prix ne va pas traverser cette ligne de support. Ici, cette ligne de support est super intéressante parce qu'elle se fait tester 8 fois. Vous avez les 8 flèches qui montrent qu'à chaque fois, le prix est tombé et a rebondi sur cette ligne.
Donc cette ligne n'est pas imaginaire, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Est-ce qu'elle va continuer d'exister dans l'avenir? C'est tout le défi. Si on suit cette ligne de support, un jour il faudra qu'elle cesse d'exister parce qu'elle est croissante et le prix ne va pas atteindre une infinité. Si on suit cette ligne de support, en 2022, le Bitcoin vaudrait, c'est vraiment au conditionnel, moi j'en sais rien, vaudrait 300 000 $ l'unité. Parce que c'est une ligne de support qui est logarithmique, sur une échelle logarithmique. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fonctionné, ça fait 6 ans qu'elle est vérifiée et elle fonctionne. À voir dans l'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis le mois de mai-avril 2017, il y a eu un gros boom, on est passé à 2000 $, on a monté, on a atteint les 20 000 $. Qu'est-ce qui se passe? On serait peut-être dans une nouvelle bulle sur le Bitcoin. Comme vous le voyez, on s'est détaché de la ligne de support, comme on a fait lors de la bulle chinoise. Donc le prix aujourd'hui serait, selon cette ligne de support, surévalué. Si on prend le prix du Bitcoin aujourd'hui, on serait à 2500 $. Il faudrait attendre 2020 pour atteindre les 20 000 $ sur la ligne de support. Donc on serait, au conditionnel encore une fois, surévalué. La chose à savoir, c'est que la courbe du Bitcoin est super intéressante aussi parce que toutes les altcoins, donc les altcoins c'est les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire le Litecoin, le Ethereum, le Monero, le Dash, tout ce que vous voulez, sont fortement influencés par le Bitcoin. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, sur les échanges, les autres échanges qui ne sont pas forcément fiduciaires, vous allez acheter les altcoins avec du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie d'échange principale en crypto. Donc si le Bitcoin monte, forcément, vous achèterez les altcoins pour moins cher en Bitcoin. Donc ce que je viens de faire avec vous, là, ça s'appelle une TA et une EFA. Une TA, c'est une Technical Analysis. Ça veut dire qu'on analyse l'historique du prix, donc là en l'occurrence du Bitcoin, pour déduire des choses et essayer de prédire l'avenir, d'essayer d'avoir des indices. La FA signifie Fundamental Analysis. Donc c'est l'analyse des effets sociaux, de la presse et de pourquoi il s'est passé telle ou telle chose. Par exemple, la bulle chinoise. Dernière chose à savoir, et ça c'est peut-être la chose la plus importante de mon intervention, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Il n'existe aucune régulation, pas comme à la bourse, n'importe qui peut en acheter, n'importe qui peut en vendre. C'est extrêmement simple, vous n'avez même pas besoin de carte d'identité pour acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le prix record du Bitcoin, c'est quasiment 20 000 $, genre 19 900 et quelques dollars. Alors qu'à l'heure où je vous parle, on est environ à 10 000 $ le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Son prix a été divisé par 2. Divisé par 2 en 3-4 semaines, un peu moins. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que 20 000 $ en haut, 10 000 $ ici, on a été divisé par 2 en 3 semaines. Cette volatilité est grande, mais c'est rien du tout, cette volatilité. Ça, c'est le Bitcoin qui est stable. Le Bitcoin est stable par rapport aux autres altcoins. Prenez par exemple une petite altcoin à faible volume. Elle peut faire x2, x3, x4, x10 en une journée. Et 2 jours après, elle fait diviser par 20. Elle perd 20 fois sa valeur. Ça arrive tous les jours. Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles par facteur de 10 ou 20 des fois. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez dans ces cas-là, c'est que vous devez absolument ne pas vous laisser avoir par vos sentiments. Vous vous dites, ok, je vais acheter du Bitcoin. Vous l'achetez. Et là, 2 jours après, le Bitcoin perd 200 $, 300 $, 1000 $, 2000 $. Ne vendez pas votre Bitcoin. Si vous le vendez, vous perdez des sous. Le Bitcoin finira par remonter, ou une autre monnaie. Vous ne laissez pas avoir par vos sentiments, parce que, chose à savoir, quand le Bitcoin descend comme ça et que vous vendez, ça veut dire que quelqu'un l'achète. Et qui c'est qui l'achète? Les gens qui investissent, pour quand le Bitcoin va remonter. Et ces gens qui rachètent votre Bitcoin que vous vendez, en conséquence, vont se faire des sous sur votre dos, en fait. Vous perdez des sous. Les marchés sont manipulés, ils sont manipulés pour que les gens qui ne s'y connaissent pas se fassent avoir par leurs sentiments, et c'est comme ça que les traders professionnels gagnent des sous, entre autres. Voilà, j'ai terminé, j'espère que j'ai rien oublié. Merci à tous. J'aimerais savoir si vous en avez acheté, vous.
Du Bitcoin? Oui. Alors, il fut un temps, j'ai été trader à temps plein sur le Bitcoin. Aujourd'hui, j'en ai plus parce que j'ai plus de sous, tout simplement. Je suis encore étudiant, mais oui, j'en ai acheté. J'ai beaucoup tradé avec. Et est-ce que ça pourrait être un conseil d'en acheter pour des jeunes gens qui sont dans la salle, ou est-ce que vous le déconseillez parce que vous avez été très très prudent quand même? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le Bitcoin monte, tout le monde l'idéalise, c'est incroyable, c'est la monnaie du futur, blablabla, blabla. J'ai pensé ça aussi, fut un temps. Après, on prend du recul, on relativise. Le Bitcoin peut tout à fait être une entrée vers la monnaie l'avenir de la monnaie. Bientôt, peut-être que vous paierez votre pain en Bitcoin, peut-être pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça monte, ça monte, ça monte. Comme je vous l'ai montré sur mon analyse personnelle, il est probable qu'on soit dans une bulle. Donc il est probable que le prix du Bitcoin stagne ou baisse. Il est aussi complètement possible que le prix du Bitcoin explose et que la ligne de support, en fait, une nouvelle ligne de support beaucoup plus accentuée se présente. Il est possible que dans un an, on atteigne 5 000 $. Il est possible que dans un an, on soit à 5 000 $. Alors, je ne vais rien conseiller du tout. Je vais ni conseiller de ne pas acheter, ni conseiller d'acheter. C'est à vous, en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous pensez et du risque que vous êtes prêt à prendre, de voir si vous pensez que ça vaut le coup d'investir. Après, ce que je peux donner comme conseil, par contre, c'est que si vous voulez vous mettre dans le Bitcoin, investissez, mais ne tradez pas. La différence, c'est que si vous investissez, vous achetez, vous mettez de côté et vous n'y touchez plus. Alors que si vous tradez, ça veut dire que vous vendez et achetez en fonction des fluctuations. Croyez-moi, trader, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et si vous tradez, pendant vos 2-3 premiers mois, vous perdrez des sous avant de faire du bénéfice. En tout cas, ça a été mon expérience. Une autre question? Une question, dans quelle monnaie on achète le Bitcoin? Est-ce qu'on peut l'acheter en rouble, comme on veut? Le Bitcoin est disponible dans toutes les monnaies qui existent sur Terre. Donc il faut juste trouver l'échange qui le propose. Donc par exemple, Coinbase propose le Bitcoin en euros et en dollars. C'est les monnaies les plus répandues pour l'acheter. Il existe des échanges locaux à chaque pays pour chaque monnaie. Vous pouvez l'acheter avec un échange mexicain pour l'avoir en pesos par exemple, ou dans la monnaie que vous souhaitez. Merci. Il faut juste trouver l'échange local qui le propose. Une autre question? Bien, merci. Merci à tous. Et nous passons au suivant.